En 2013, j'ai trouvé dans Internet un petit entrefilet qui annonçait la publication d'un livre qui s'intitulait Clearing the Plains, d'un dénommé James Dasychuk. Alors comme je m'intéresse aux questions autochtones, j'ai voulu en savoir plus, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé grand-chose en fait. Il y avait peu de critiques qui avaient été publiées à l'époque parce que la parution était toute récente. Donc j'ai communiqué avec les presses de l'Université Laval pour lesquelles je traduis depuis une quinzaine d'années maintenant. Et puis on a examiné le livre ensemble, on en est venu à la conclusion que oui, ça valait la peine d'apporter ce texte-là au lectorat francophone. Le Conseil des arts du Canada a financé la traduction. Sans cet appui, évidemment, le projet n'aurait pas pu aboutir. Et voilà, 2 ans plus tard a été publié La destruction des Indiens des plaines, maladie, famine organisée, disparition du mode de vie autochtone. Alors les plaines, pour bien nous situer, c'est une immense région qui va du Manitoba actuel jusqu'aux Rocheuses, et qui descend par le centre des États-Unis jusqu'au sud du Texas. Et les peuples des plaines, les Indiens des plaines selon l'expression consacrée, ce sont ceux qu'on voit dans les westerns. C'est-à-dire qu'on voit sur leurs chevaux avec leurs parures magnifiques, ils sont dépeints comme des guerriers redoutables, des cavaliers émérites, des gens grands, forts, athlétiques. Ça c'est le récit qu'en donne Hollywood, c'est ce qu'on en voit dans les films. Mais de fait, l'anthropologie biologique nous dit qu'au XIXe siècle, les Indiens des plaines étaient les gens les plus grands du monde. Comment le sait-on? On le sait au squelette, tout simplement. Alors, ce que ça nous dit, c'est qu'ils étaient en bonne santé, ils étaient en pleine forme, ils n'avaient pas de maladie qui les faisait mourir très nombreux en bas âge. Et ce que ça nous dit aussi, donc, c'est qu'ils avaient une bonne alimentation, en l'occurrence le bison. Le bison était vraiment la base de l'alimentation des Indiens des plaines, mais aussi la base de tout leur mode de vie. Aujourd'hui, au Canada, les autochtones ont une espérance de vie qui est de 5 à 8 ans inférieure à celle des allochtones, c'est-à-dire les non-autochtones, pour faire court, les blancs. On sait aussi qu'aujourd'hui, les autochtones sont surreprésentés dans les prisons. Les communautés autochtones, les réserves, ont pour la plupart des problèmes sanitaires assez importants, des problèmes d'accès à l'eau potable parfois, et des problèmes sociaux majeurs. Et on sait aussi que les femmes autochtones sont beaucoup plus à risque de disparaître ou de se faire assassiner que les femmes blanches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les Indiens des plaines sont les hommes les plus grands du monde il y a 2 siècles à aujourd'hui la situation que nous connaissons? Eh bien, c'est précisément ce que raconte ce livre. L'épidémie de variole du début des années 1780 déchaîne sur l'ouest du Canada une succession d'événements qui y provoquent une mortalité sans précédent et redessinent définitivement son paysage ethnique. Les Cris Basquiat, Pegogamo et Kowanito disparaissent en tant que groupe distinct. La mort ne frappant pas également toutes les populations, elle redéfinit aussi le rapport de force entre rivaux et enclenche toute une série de réorganisations territoriales. Dans le Nord, parce qu'ils entretiennent des relations très étroites avec les traiteurs, les Cris sont particulièrement décimés et doivent abandonner des terres sur lesquelles leur rôle d'intermédiaire du commerce de la fourrure leur assurait la main haute depuis très longtemps. Après l'épidémie, le brassage des populations survivantes et nouvellement arrivées donne naissance à de nouvelles identités collectives par ethnogénèse. Cris des plaines, Ojibwe de l'Ouest ou Saulteaux, elles stimulent l'émergence de la culture des métis des plaines. Violence, alcoolisme et autres fléaux, la compétition féroce qui oppose aussi entre eux les traiteurs canadiens donne lieu à quelques-uns des chapitres les moins reluisants de l'histoire des relations entre autochtones et nouveaux arrivants dans cette région. Dans de nombreuses collectivités, la guerre des fourrures cause des pathologies sociales qui provoquent autant de souffrances et de morts que les pathogènes biologiques. Cette compétition brutale et cette soif inextinguible de rendements immédiats qui animent la nuée des traiteurs ambulants définissent au fil des décennies le principe de base de l'exploitation des fourrures dans la région, s'emparer au plus vite de toutes les peaux accessibles, sans considération aucune pour la durabilité des approvisionnements. Très vite, les nouveaux arrivants auxquels échoient les terres désertées du nord des plaines ou qui les conquièrent par la force, les vident de leur gibier. À peine une génération après l'établissement des premiers traiteurs le long de la rivière Saskatchewan, le castor a disparu. Son extinction ainsi que la domestication du cheval sonnent le glas d'une dynamique écosystémique qui unissait les humains et leur environnement depuis plusieurs milliers d'années.
Devant la frénésie grandissante du commerce, un traiteur des bords de la Saskatchewan écrit au début du 19e siècle « Le pays est entièrement ruiné ». Ce qui est fascinant dans ce livre, dans La destruction des Indiens des plaines, c'est le côté implacable de ce qui s'enclenche à l'arrivée des Européens en Amérique du Nord. Les Européens viennent pour la fourrure, évidemment la fourrure de castor, qui sert à fabriquer des chapeaux de feutre pour les hommes élégants de l'Europe. Et ces Européens-là sont porteurs de virus, particulièrement celui de la variole, qui ne leur cause pas de tort à eux parce qu'au fil des générations, ils ont développé une immunité. Évidemment, les autochtones n'ont pas cette immunité-là, donc ces épidémies déferlent en ce qu'on appelle en terrain vierge, c'est-à-dire qu'elles se déploient comme une traînée de poudre dans tout le continent. Dans certaines communautés, c'est 80% des gens qui meurent de la variole. Et ce, avant même qu'elles aient vu un Européen, parce que ce sont les chasseurs qui vont porter leur peau au poste de traite, qui sont contaminés, ramènent le virus dans leur communauté et il se propage à grande vitesse. Ensuite, le cheval qui est apporté par les Espagnols en Amérique du Sud est rapidement domestiqué par les autochtones et le cheval permet aux gens de se déplacer plus vite et plus loin. Donc les porteurs de virus contaminent beaucoup plus de monde, beaucoup plus rapidement. Et puis ensuite, il y a la guerre des fourrures, il y a les traiteurs indépendants, c'est-à-dire hors de la compagnie de la baie d'Hudson, qui arrivent massivement dans l'Ouest et qui chassent le castor de manière excessive, ce qui crée un bouleversement écologique dans les plaines. Et puis qui amène aussi son lot de violence, parce qu'évidemment beaucoup de cupidité autour de tout ça, donc beaucoup de violence et d'affrontements. Et puis ensuite, la fin du bison. Le bison est aussi chassé par les Blancs pour la peau. Donc la viande les intéresse moyennement, mais la peau est envoyée, le cuir est envoyé en Europe et ça sert à faire notamment des courroies pour les machines. On est en pleine révolution industrielle en Europe, on a besoin de courroies pour faire tourner les machines et c'est très souvent du bison des plaines. Donc à la fin du 19e siècle, en 1878 à peu près, le bison a complètement disparu. Et avec lui disparaît non seulement l'alimentation qui avait fait des Indiens des plaines, ces gens extrêmement grands et en bonne santé, mais aussi leur mode de vie. En plus de la détresse qui sévit à Battleford, bien d'autres calamités s'abattent sur les plaines à l'été 1879. Le Saskatchewan Herald rapporte le calvaire de Coca-Awit, qui s'est présenté à la mission Victoria accompagné de ses enfants gravement dénutris. L'un de ses fils, inconscient, s'éteint 5 jours plus tard. Un autre saigne du nez sans qu'on puisse arrêter l'hémorragie. Il meurt 9 jours après son petit frère. Le pauvre père, qui n'a plus que la peau sur les os de s'être occupé de ses enfants malades, part ensuite pour les plaines, où il serait également mort de faim. À Edmonton, James Stewart, agent des Indiens, dresse un très sombre bilan de la crise. Je n'ai jamais rien vu de semblable depuis les longues années que j'ai passées dans ce pays. Ce n'était pas seulement le manque de buffles, mais tous les autres animaux semblaient aussi avoir fui le pays. Le poisson même était rare. Les pauvres gens étaient nus et le froid intense, et la température est restée la même durant tout l'hiver. Dans ces circonstances, ils se sont bien conduits et rien n'a été dérobé ici. Ils ont mangé plusieurs de leurs chevaux et tué tous les chiens pour s'en nourrir. Plus au sud, à Blackfoot Crossing, Dewdney trouve environ 1300 sauvages dans un état d'indigence pitoyable et plusieurs étaient sur le point de mourir de faim. Dans son journal, il décrit de jeunes hommes vigoureux, aujourd'hui si faibles que certains avaient peine à marcher. Alors ça, c'est pour les causes biologiques et économiques et écologiques, mais il y a évidemment les causes politiques. Le Canada est en train de se constituer. Les colons arrivent, le gouvernement veut les faire arriver le plus loin vers l'ouest possible pour occuper le territoire, pour affirmer la souveraineté et pour exploiter le territoire. Alors le premier ministre du Canada, John A. Macdonald, a un grand projet, une obsession pourrait-on dire, c'est d'amener le train jusqu'au Pacifique.
ce qui permettrait d'amener les colons et aussi de dire aux États-Unis, là c'est vraiment chez nous, vous ne pouvez pas traverser. Alors pour faire passer le train, il faut déplacer les Indiens et pour ça on signe des traités avec eux, on leur dit on va vous réserver des terres et là ça va être chez vous et vous allez être bien, etc. Et évidemment ce ne sera pas sur le trajet du train. Évidemment les terres qu'on leur attribue ne sont pas non plus les plus fertiles. Les Indiens des plaines n'étaient pas des agriculteurs, donc le démarrage de ce nouveau mode de vie sédentaire et agricole est très chaotique. Les outils n'arrivent pas. Le système de laisser-passer qu'on instaure transforme finalement les réserves en prison à ciel ouvert. Les Indiens ne peuvent rien faire sans l'approbation de l'agent des Indiens qui représente le ministère des Affaires indiennes dans la réserve. Ils ne peuvent pas sortir de la réserve, ils ne peuvent pas aller vendre leurs produits à l'extérieur s'ils le souhaitaient. C'est vraiment l'agent des Indiens a une mainmise absolue sur la réserve. Et dans les traités qui ont été signés par les autochtones des plaines, une clause prévoyait qu'en cas de grande famine, la couronne britannique leur donnerait de quoi survivre, ne les laisserait pas mourir ni de faim ni de maladie. Alors le gouvernement, oui, s'acquitte de sa mission plus ou moins, mais envoie des rations de farine qui sont pauvres nutritivement par rapport aux bisons surtout, et puis qui sont très souvent de très très mauvaise qualité, parce que ce sont des entreprises privées qui vendent cette farine au gouvernement à prix d'or, et c'est de la farine dont les colons ne voudraient pas. C'est de la farine qui est piquée, il y a des vers, elle est moisie. Alors c'est ça qu'on envoie aux gens des réserves, et puis l'agent des Indiens a la clé de l'entrepôt. Alors c'est lui qui décide quand on ouvre les portes et quand on ne les ouvre pas, et puis dans bien des cas, ayant un pouvoir absolu, dans bien des cas, il va en abuser, notamment auprès des jeunes filles et des femmes, en exigeant des faveurs sexuelles en échange des rations. Alors c'est comme ça que se développe un récit autour des Indiens qui sont « bon, les Indiennes ont des mœurs un peu légères, elles font beaucoup de prostitution », c'est un discours qui n'est pas resté dans notre passé nécessairement, alors qu'en réalité c'est une question de survie, c'est-à-dire que l'agent des Indiens exige des faveurs sexuelles en échange de la nourriture. Et puis ensuite, il y a un autre récit qui se tisse dans l'esprit des colons autour des Indiens, parce que les Indiens sont mal nourris, leurs sociétés sont disloquées, ils attrapent la tuberculose, qui est une maladie de la misère, qui est une maladie de la malnutrition, qui est une maladie de l'affaiblissement. Puis la tuberculose touche relativement peu les Blancs, parce qu'ils sont mieux nourris, ils vivent dans de meilleures conditions. Donc le récit qui se développe dans la tête des colons, des Européens et des autorités gouvernementales, c'est les Indiens sont chétifs, ils sont faibles, ils attrapent toutes sortes de maladies, ils meurent en bas âge, et puis bon, ils vont disparaître, plus ou moins rapidement. Et c'est comme ça qu'on passe, en 2 siècles, de la maîtrise du territoire, et d'un territoire qui est absolument gigantesque, à un assujettissement des corps. Le corps est souffrant, le corps est malade, le corps meurt en bas âge et le corps est enfermé dans les réserves. Pour saper la résistance grandissante des populations signataires de traités, les provisions sont distribuées uniquement aux groupes installés dans leurs réserves. À l'été 1881, le Dominion lui ayant refusé son assistance, Sitting Bull repart aux États-Unis. Des 2 côtés de la frontière, les autorités peuvent maintenant ordonner aux bandes de s'installer sur les terres qui leur sont assignées et administrer ainsi plus facilement ces populations assujetties. Le plus important de ces déplacements forcés se produit dans la foulée du projet ferroviaire du Canadien Pacifique dans le sud des prairies. Les collectivités qui avaient choisi d'établir leurs réserves dans les Cypress Hills en sont expulsées pour faire place au rail. Le 1er janvier 1882, le chef Cree Poundmaker constate que la voie ferrée scellera le sort de son peuple. L'été prochain, au plus tard à l'automne, le chemin de fer arrivera ici. Les Blancs peupleront notre pays et nous dicteront leurs conditions. En quelques mois, la prédiction de Poundmaker se concrétise sous la forme d'une politique gouvernementale. Le 24 mars 1882, le Premier ministre annonce au Parlement que tous les Indiens devront quitter le territoire d'Assiniboia au sud du tracé ferroviaire prévu, de force s'il le faut. En un an, 5000 personnes sont évincées des Cypress Hills. En vidant ces terres de leurs populations autochtones, le gouvernement canadien procède à rien de moins que le nettoyage ethnique du sud-ouest de la Saskatchewan.
dès qu'il est convenu de faire passer les rails du CP par le sud, les autorités resserrent encore la distribution des vivres de manière à soumettre les Premières Nations à ce projet gouvernemental. L'éviction des bandes hors des réserves qu'elles ont choisies dans les collines boisées des Cypress Hills répond à deux objectifs gouvernementaux connexes: ouvrir les terres longeant la voie ferrée à la colonisation européenne, mais aussi éviter que la présence d'une importante population autochtone dans la région n'entrave l'économie agricole que le gouvernement souhaite implanter. Big Bear s'est toujours imposé comme le plus déterminé des réfractaires Cris. À la fin de l'année 1882, il finit par adhérer au traité numéro 6 en échange de vivres pour sa bande dévastée par la faim. Revenu des États-Unis en 1881, le groupe survit de peine et de misère dans les Cypress Hills depuis 1 an. À l'automne 1882, Augustus Jukes, médecin de la police, écrit à Dewdney « Ils vivent dans une indigence et une misère effroyables, difficiles à imaginer ». Les approvisionnements alimentaires sont délibérément retardés jusqu'à ce que le chef capitule le 8 décembre 1882. En 2016, j'ai obtenu le prix du gouverneur général en traduction pour la destruction des Indiens des Plaines. Alors évidemment, j'étais très heureuse pour plusieurs raisons. Avoir le prix du gouverneur général pour une traductrice, un traducteur, c'est très important. C'est la récompense la plus importante au Canada. Et puis, ça fait du bien parce que nous sommes habitués à être dans l'ombre, à travailler tout seul derrière nos claviers, et puis d'un seul coup, notre travail est reconnu. C'est très agréable, je dois dire, ça fait beaucoup de bien. Et puis, j'étais d'autant plus contente que j'ai obtenu ce prix-là pour un livre qui me tient extrêmement à cœur. C'est un livre qui est important, qui doit circuler. Il est important qu'il soit maintenant amené au lectorat francophone par cette traduction-là. Et puis la troisième raison pour laquelle j'étais particulièrement ravie d'avoir le prix du gouverneur général, c'est que cette traduction-là a pu être amenée au plus grand nombre aussi parce qu'elle a été financée par le Conseil des arts du Canada, donc c'est-à-dire nous tous et toutes, l'ensemble de la population canadienne. Et ce que ça me dit, c'est que ce sujet-là, des autochtones, des relations entre autochtones et allochtones, c'est un sujet qui apparaît de plus en plus sur l'écran radar, si je peux dire, de la population canadienne. Je crois que ce livre, sur ce sujet, il y a 30 ou 40 ans, aurait peut-être pas vraiment trouvé son public, parce que c'était des préoccupations qu'on n'avait pas à l'époque. Et je trouve ça extrêmement encourageant de voir que maintenant, ce sont des connaissances qu'on veut acquérir et qu'on veut diffuser. On me demande parfois si ça a été difficile de traduire Clearing the Plains. Ça a été complexe, évidemment, ça a demandé énormément de recherche. Mais ça n'a pas été pénible parce que c'est un livre qui, à la base, est parfait. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais j'ai vraiment cherché la petite bête, vraiment cherché les erreurs ou les approximations parce que je voulais écrire à l'auteur, je voulais engager un dialogue avec lui et puis j'ai pas trouvé. J'ai pu lui poser une question, une demande d'éclaircissement à laquelle il a répondu très aimablement, mais c'est un livre qui est le fruit de 20 ans de recherche, vraiment obstiné de la part de James Natchuk. Donc c'est une somme qui est maintenant incontournable dans notre paysage. On va fêter cette année, en 2017, le 150e anniversaire de la Confédération canadienne et ce serait certainement un bon moment pour faire le point sur les 150 années que nous venons de vivre sur ce territoire et puis pour se demander collectivement comment on veut passer les 150 prochaines et les suivantes. Il me paraîtrait notamment important de repenser notre relation, enfin la relation entre allochtones et autochtones, parce qu'il y a une grande méconnaissance des réalités autochtones de la part des allochtones. Il y a encore beaucoup de récits, on a parlé de récits au fil de l'entrevue, il y a encore beaucoup de récits qui courent sur les autochtones, ils sont comme ci, ils vivent comme ça, parce que intrinsèquement ils sont... Bon. Alors un livre comme La destruction des Indiens des Plaines remet les pendules à l'heure, rétablit les faits. C'est un livre qui parle de l'histoire, qui parle de l'arrivée des Européens en Amérique du Nord, mais qui explique exactement la situation dans laquelle nous sommes maintenant. On ne peut pas comprendre la situation dans laquelle nous sommes maintenant, notamment au niveau des rapports entre autochtones et allochtones, sans savoir comment cette mécanique-là s'est enclenchée et comment elle s'est développée jusqu'à aujourd'hui.
Les autochtones sont souvent dans une situation difficile, on l'a vu même au niveau de l'espérance de vie. C'est une injustice sociale qu'on ne peut pas tolérer. On ne peut pas tolérer éternellement qu'une partie de la population vive dans des conditions aussi exécrables que certaines communautés. Et pour agir, il faut savoir. Alors ce livre-là, La destruction des Indiens des plaines, c'est un outil formidable pour apprendre et pour comprendre surtout comment les choses se sont faites et donc pour agir. C'est un livre qui est extrêmement important, surtout à ce moment-ci de notre histoire. C'est un livre qu'il faut lire absolument. Lisez-le.